Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20. Il y a ceux qui vous prévoyaient un chômage technique de court terme. Alexandre Andloer, analyste financier chez Kepler, ils sont trompés parce que vous êtes spécialiste et du pétrole et du gaz. Et que c'est pas fini, vous allez avoir du travail pendant plusieurs années encore, contrairement à ce que certains disent. On va évidemment parler de cette crise gazière, ce choc gazier et cette flambée des cours du pétrole. On va essayer de comprendre pourquoi avec vous. Déjà un mot du gaz, effectivement. Hier, c'est une journée folle, plus de 35% sur le cours spot en Europe. Pourquoi tout d'un coup, comme ça, cette fois-ci, je crois depuis le début de l'année, depuis un an, pourquoi les cours du gaz s'envolent de cette manière ? Alors, c'est une crise très forte, pour remettre un peu en perspective sur le prix du gaz en Europe. On a un équivalent de $250 le baril. Donc c'est du jamais vu. Il y a plusieurs raisons. Évidemment, les stocks étaient très bas en entrant à l'automne. On a eu beaucoup moins de production en mer du Nord. On a eu des problèmes sur le charbon, qui a un peu les utilités similaires en Chine. Et évidemment, le jeu de la Russie pour essayer d'accélérer l'approbation du Nord Stream 2 en mettant moins de gaz sur le marché. La Russie qui dit vous n'aviez qu'à signer avec moi des contrats de long terme sur l'approvisionnement du gaz, vous n'aviez qu'à effectivement utiliser Nord Stream 2 que les Américains voulaient couper et dans ce cas-là vous auriez eu du gaz pour Noël. Pour Noël, c'est un peu ça l'idée. C'est ça, mais en fait la réalité c'est que Nord Stream 2 c'est juste une façon d'amener le gaz. C'est pas un nouveau champ gazier, donc ça va pas non plus changer totalement pour les Européens. Et les Européens qui veulent diversifier leurs approvisionnements, c'est l'idée à plus long terme. Ils ont raison. Et comment on fait pour résoudre la crise à court terme ? Bien sûr, c'est comme à chaque crise. Évidemment, quand le prix de l'énergie est très cher, on peut redevenir indépendant. Alors, il y a les énergies renouvelables, mais ça prend du temps. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour le gaz de passer un moment sur des énergies renouvelables. Il y a le charbon également, mais on va en sortir. Mais à très court terme, il faut essayer de limiter la consommation et de diversifier au maximum. Il n'y a pas de solution miracle. Ce sont des investissements qui se font sur des décennies. Les solutions sur le gaz, en revanche, effectivement, peut-être avoir des stocks stratégiques, ce que font par exemple les pays comme la France, ce que ne fait pas l'Allemagne. Et c'est vrai que quand on a devant soi plusieurs semaines de stock, on est moins entre les mains en fait des producteurs, notamment de la Russie. Ça aide, on peut reconstituer les stocks de gaz. Après, il faut aussi avoir en tête qu'il y a une très forte saisonnalité sur les prix du gaz liée à la météo, ce qui n'est pas du tout le cas dans le pétrole. Alors on va parler du pétrole justement parce que là aussi quand même les prix flambent. On est à 82-83 $ là sur le Brent. On nous avait dit que le pétrole était mort, que d'ailleurs la plupart des grands pétroliers n'investissent plus dans les champs parce que les investisseurs n'en veulent plus. Une sorte de pétrole shame. Et puis là on voit que ça flambe et c'est sans doute que le début. C'est sans doute que le début parce qu'il faut rappeler une chose, c'est qu'un investissement dans le pétrole, entre le moment où on investit le pétrole et le moment où on sort le premier baril, il faut à peu près 4 à 5 ans. Aujourd'hui, ça fait depuis 2015 que les investissements dans le pétrole se sont effondrés. D'une part, parce que les prix du pétrole avaient baissé. Et d'autre part, en fait, évidemment, parce que les sociétés pétrolières n'ont plus vraiment d'intérêt, ou en tous les cas, les investisseurs ne leur demandent plus d'investir dans la recherche de pétrole pour des questions d'ESG, de transition énergétique. Sauf que la transition énergétique va prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on peut croire aujourd'hui. On sera sans doute sur une baisse de la demande après 2030. On a 5 à 10 années où en fait, il n'y a pas assez de pétrole par rapport à une demande qui continue de croître. Donc la seule façon d'équilibrer le marché, c'est d'aller casser la demande. Donc, soit c'est une crise économique qui vient d'un autre secteur, soit c'est les prix qui vont à un moment à des niveaux beaucoup plus élevés pour aller équilibrer le marché. Mais on parle de 90 $ pour la fin de l'année. Ça peut aller jusque-là, ça peut aller au-delà ? Alors il y a deux sujets sur le pétrole. Il y en a un qui est de court terme. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite qui décide du prix du pétrole. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est comme ça en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quand même encore, avec l'ensemble des pays de l'OPEP, 4 millions de barils sous la main. Donc ils peuvent remettre immédiatement 4 millions de barils. Et ça pourrait quand même assez facilement stabiliser les prix du pétrole, voire les faire baisser. Le sujet est de savoir quel niveau du prix du pétrole ils veulent en ce moment. Il y a quand même beaucoup de pays qui ont besoin d'un baril à 80-90 pour équilibrer leur budget. Donc on semble aller effectivement vers 80-90. Pourquoi pas plus haut ? Parce qu'après, il y a plein d'autres mécaniques qui se mettent en place. Il y a les États-Unis qui mettent la pression. Ça pourrait potentiellement accélérer un accord entre l'Iran
et les États-Unis et l'Arabie Saoudite n'en veut pas pour l'instant. Donc le sujet est que tout le monde se tient un peu. Ouais, on essaye d'avoir un prix du pétrole optimal en tous les cas pour les pays de l'OPEP. Mais ça c'est très temporaire, c'est sur les 6 prochains mois. L'année prochaine, dès lors que ces barils seront sur le marché, il n'y aura plus personne. Plus personne ne pourra mettre de pétrole sur le marché. Il y a le schiste. 25% de ce qu'il nous faut. Ouais. Est-ce que vous, parce que quand on voit ces prix qui flambent comme ça, on a évidemment à l'esprit les chocs pétroliers de 73-79 qui ont quand même cassé la croissance de manière très durable. Est-ce qu'il y a ce risque-là, parce que ce que vous dites est très cohérent, on a une demande de pétrole, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, la transition énergétique prend plus de temps, et donc c'est le retour de bâton. Est-ce que ça peut compromettre la croissance mondiale ? Bien sûr. Bien sûr. Une fois de plus, je pense que dans les 6 prochains mois, les pays de l'OPEP ont la capacité d'y faire face, mais sur les 3-4 prochaines années, on n'a pas assez d'offres face à la demande qui monte encore. Mais une fois de plus, même si la demande était stable, on a un déclin des champs matures au niveau mondial qui fait que de toute façon, il manque 3 millions de barils par jour chaque année. Si on investit aujourd'hui, on n'aura pas de nouveau pétrole avant 2025. La messe est dite. Donc on peut éteindre à court terme cette hausse, notamment grâce à l'Arabie Saoudite, mais votre pari, c'est que dans les 4-5 prochaines années, ça va continuer de monter. Exactement, et c'est les hedge funds qui pourront en bénéficier, parce que c'est les seuls qui ont le droit d'investir. Les fonds institutionnels, les assurances ne vont plus sur le pétrole. Donc évidemment, ce sont eux qui peuvent rafler la mise. Les hedge funds, évidemment, qui eux ne s'interdisent rien. Merci beaucoup, Alexandre Handloer, analyste financier chez Kepler, d'avoir décrypté pour nous cette crise énergétique.